Une bombe à retardement économique. Imaginez un pays qui construit des villes entières, sans habitants. Des autoroutes flambant neuves qui ne mènent nulle part. Des tours géantes qui restent vides pendant des années. Ce pays, c'est la Chine. Et derrière cette façade de modernité et de puissance, se cache un problème immense, silencieux, mais potentiellement catastrophique, la dette. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Ce que peu de gens savent, c'est que la dette totale de la Chine a dépassé les 300% de son PIB, un chiffre astronomique. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus important que celle des États-Unis, toute proportion gardée. Pourtant, on parle souvent de la dette américaine comme d'un danger mondial. Alors pourquoi personne ne parle vraiment de la bombe économique chinoise? Cette dette n'est pas seulement celle de l'État. Non. Elle est répartie entre les provinces, les entreprises publiques, les géants immobiliers et même les ménages. Tout le monde ou presque est endetté. Et ce système tient debout, tant que tout va bien. Mais s'il vacille, le choc pourrait se propager à toute l'économie mondiale. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce problème largement ignoré par les médias occidentaux. On va voir comment la Chine a accumulé une telle montagne de dettes. Pourquoi elle est bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Et surtout, ce qui pourrait arriver si cette bulle venait à exploser. Vous pensez que la Chine contrôle parfaitement son économie? Vous croyez qu'un pays qui détient une telle puissance industrielle est à l'abri d'une crise? Cette vidéo risque de changer votre vision des choses. Installez-vous bien. Ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien être la prochaine grande crise financière mondiale, et elle ne viendrait pas des États-Unis, mais de Pékin. Mais c'est quoi cette dette à 300%? Avant de comprendre pourquoi la dette de la Chine est si inquiétante, il faut poser une base claire. De quelle dette parle-t-on exactement? Quand on dit que la dette chinoise dépasse les 300% du PIB, ça ne veut pas dire que l'État chinois, à lui seul, doit 3 fois ce que le pays produit chaque année. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est justement ce qui rend la situation encore plus dangereuse. On distingue généralement 3 types de dettes. La dette publique. C'est la dette contractée directement par le gouvernement central. Dans le cas de la Chine, cette partie est étonnamment faible comparée aux standards occidentaux. Officiellement, elle tourne autour de 70 à 80% du PIB. Mais attention, ce chiffre ne dit pas tout, car une grande partie de la dette de l'État est cachée dans les provinces, dans les villes, ou dans des structures offshore appelées plateformes de financement local. On y revient tout à l'heure. La dette des entreprises. C'est ici que les choses deviennent vraiment énormes. Les entreprises chinoises, en particulier les entreprises publiques, sont massivement endettées. Pourquoi? Parce que pendant des années, elles ont profité de crédits bon marché pour investir, construire, produire, sans toujours se soucier de la rentabilité. Résultat, on parle aujourd'hui de près de 160% du PIB rien que pour le secteur privé non financier. Certaines entreprises sont devenues de véritables bombes à retardement, comme Evergrande, dont on parlera en détail plus tard. La dette des ménages. Ce type de dette a explosé ces dernières années. En Chine, acheter un appartement est souvent considéré comme une obligation sociale, une marque de réussite. Résultat, les ménages se sont surendettés pour accéder à la propriété, notamment dans des villes où les prix ont été totalement déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, la dette des ménages représente environ 60% du PIB. En résumé, dette publique, 70-80% du PIB. Dette des entreprises, 160% du PIB. Dette des ménages, 60% du PIB. Total, plus de 300% du PIB. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Chine n'est pas un modèle de rigueur budgétaire. Au contraire, c'est un géant sous perfusion de crédit, et tout l'équilibre repose sur un système opaque et artificiellement soutenu. Mais alors, comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on va voir dans la section suivante. Comment la Chine est-elle tombée dans ce piège de la dette? Pour comprendre l'explosion de la dette chinoise, il faut remonter à la fin des années 1990 et surtout aux années 2000. C'est à cette époque que la Chine est passée d'une économie contrôlée et fermée à une machine de croissance accélérée, avec un seul objectif,
devenir la première puissance économique mondiale. Mais cette croissance n'a pas été naturelle. Elle a été alimentée artificiellement par le crédit, et c'est là que tout commence. L'économie dopée à l'investissement. Le modèle économique chinois repose sur l'investissement massif dans les infrastructures. Routes, ponts, chemins de fer à grande vitesse. Barrages colossaux comme celui des Trois Gorges. Gratte-ciel, zones industrielles, villes entières construites, parfois sans habitants. Ces investissements gigantesques ont été financés par de la dette, contractée à tous les niveaux. Par l'État, les provinces, les villes, les entreprises publiques. On estimait qu'entre 2008 et 2020, la Chine utilisait plus de ciment en 3 ans que les États-Unis sur tout le XXe siècle. Mais ces constructions n'étaient pas toujours rentables. Beaucoup de projets ont été lancés pour maintenir la croissance artificiellement élevée, non pas parce qu'ils étaient nécessaires. 2008, la grande accélération du surendettement. La crise financière mondiale de 2008 a été un moment clé. Pendant que les pays occidentaux entraient en récession, la Chine a réagi en injectant l'équivalent de plusieurs milliers de milliards de dollars dans son économie. Ce plan de relance massif s'est fait à crédit, via les banques publiques, et a intensifié la création de projets inutiles, gonflant encore plus la dette locale et des entreprises. Les provinces ont commencé à créer des structures parallèles, appelées plateformes de financement local, pour contourner les restrictions de dette publique. Ces entités ont emprunté à tour de bras, souvent pour des projets qui ne généraient aucun revenu. Une stratégie risquée, mais tolérée. Le Parti communiste chinois a favorisé ce modèle, car il garantissait un taux de croissance élevé, un emploi stable et un développement rapide. Le crédit était facile d'accès, surtout pour les grandes entreprises publiques, considérées comme trop grosses pour faire faillite. Mais cette stratégie a créé un système dépendant de l'endettement permanent. Pour rembourser les dettes passées, on en contracte de nouvelles. Et tant que les prix de l'immobilier montaient, que la consommation suivait, tout semblait fonctionner. Le retour de bâton. Aujourd'hui, le problème est que cette dette n'a pas servi à créer une économie plus productive. Une grande partie de ces projets ne génèrent aucun rendement, certains sont même à l'abandon. Pire encore, le ralentissement économique post-Covid a révélé la fragilité du système. Les revenus fiscaux des provinces s'effondrent, les entreprises immobilières s'écroulent, et les dettes arrivent à échéance. En résumé, la Chine s'est enfermée dans une spirale de croissance artificielle basée sur l'endettement, qui devient de plus en plus difficile à maîtriser. Et le plus grave, tout a été encouragé, planifié, puis ignoré, jusqu'à ce qu'il soit peut-être trop tard. Dans la prochaine section, on va voir comment cette dette est répartie entre les différents acteurs chinois, et pourquoi les apparences sont trompeuses. Dette publique ou dette privée? Le vrai visage caché de la dette chinoise. À première vue, on pourrait croire que la Chine gère bien sa dette publique. Sur le papier, la dette de l'État central ne dépasse pas 70 à 80% du PIB, bien en dessous de celle des États-Unis ou du Japon. Mais cette image est trompeuse. Car une grande partie de la dette publique chinoise n'apparaît pas dans les chiffres officiels. La dette cachée des provinces. En Chine, les gouvernements locaux, provinces, municipalités, jouent un rôle énorme dans l'économie. Ce sont eux qui construisent les routes, les métros, les écoles, les parcs industriels. Le problème? Ils n'ont pas le droit d'emprunter directement. Pour contourner cette règle, ils ont inventé un système parallèle, les plateformes de financement local, ou Local Government Financing Vehicles, LGFV. Ces entités empruntent à la place des provinces, en leur nom. Officiellement, ce n'est pas une dette publique, mais en réalité, c'est bien l'État local qui devra rembourser. Résultat, des centaines de milliards de dollars de dettes ont été accumulés en dehors du budget officiel, de manière opaque et non contrôlée. On estime que la dette cachée des provinces dépasse à elle seule 10 000 milliards de dollars. Les entreprises publiques, entre dette privée et soutien public. En Chine, beaucoup d'entreprises appartiennent directement à l'État ou sont sous son contrôle. Elles sont classées comme privées dans les statistiques, mais en réalité, elles bénéficient d'un accès privilégié au crédit, d'un soutien politique, et parfois d'un sauvetage garanti en cas de crise. Ces entreprises dans la construction, l'énergie, l'acier, les transports ont accumulé des dettes colossales. Et comme elles sont trop grandes pour tomber, le risque est que l'État doive un jour les sauver, transformant ainsi leur dette privée en dette publique implicite. Ce que cela signifie vraiment.
La distinction entre dette publique et dette privée est floue en Chine. Une grande partie de la dette est hors bilan. Invisible, non comptabilisée, non déclarée. En cas de crise, c'est l'État qui devra tout assumer, que ce soit pour les provinces ou les géants industriels. La Chine semble avoir une dette publique modérée, mais c'est une illusion. Car l'essentiel de la dette est dissimulé, réparti dans des structures opaques, et porté par des entités dépendantes de l'État. Ce n'est pas seulement une dette économique, c'est une bombe politique. Dans la section suivante, on va comparer la dette chinoise à celle des États-Unis pour voir pourquoi les deux modèles sont radicalement différents. Chine vs États-Unis, deux dettes, deux réalités. Quand on parle de dette, un nom revient toujours, les États-Unis. Avec plus de 34 000 milliards de dollars de dette publique, beaucoup y voient une catastrophe annoncée. Et pourtant, les marchés mondiaux ne paniquent pas. L'économie américaine continue de tourner. Alors pourquoi la dette chinoise, bien plus discrète, est-elle plus inquiétante encore? La dette américaine, énorme, mais stable. Oui, la dette des États-Unis est massive. Mais elle est aussi visible, contrôlée et adossée à une économie très solide. Voici pourquoi elle ne crée pas, encore, de panique. Transparence, les chiffres sont publics, vérifiables, audités. Monnaie mondiale, le dollar est la devise de référence. Les États-Unis peuvent s'endetter dans leur propre monnaie et imprimer du dollar en cas de besoin. Marché obligataire profond, la dette américaine est achetée par les banques centrales du monde entier. C'est considéré comme l'actif le plus sûr de la planète. Banque centrale crédible, la Réserve fédérale a les outils pour contrôler l'inflation, ajuster les taux et stabiliser les marchés. En résumé, la dette américaine repose sur la confiance. La dette chinoise, massive, opaque, instable. À l'inverse, la dette chinoise est plus importante en pourcentage du PIB, mais surtout, beaucoup moins transparente. Opacité des chiffres, il est difficile de savoir exactement combien la Chine doit et à qui. Certaines dettes ne sont même pas comptabilisées officiellement. Système bancaire contrôlé par l'État, les banques prêtent selon des directives politiques, pas selon la logique de rentabilité. Marché fermé, la Chine contrôle strictement ses flux financiers. Sa dette est principalement détenue par des entités chinoises. Peu d'investisseurs étrangers osent s'y aventurer. Faible confiance mondiale, le yuan n'est pas une monnaie de réserve internationale. En cas de crise, Pékin ne peut pas imprimer librement sans faire fuir les capitaux. Différence fondamentale, qui détient la dette? Aux États-Unis, la dette est majoritairement détenue par des investisseurs internationaux et des institutions publiques, comme la Fed, le Japon, la Chine elle-même. Le marché croit en la solidité du système américain. En Chine, la dette est détenue par les banques nationales, les provinces, les entreprises publiques, c'est-à-dire un circuit fermé, circulaire. Cela crée une illusion de stabilité, mais rend le système beaucoup plus fragile de l'intérieur. Le vrai danger. Si les États-Unis peuvent absorber une grande dette grâce à leur rôle de leader économique et monétaire mondial, la Chine, elle, prend un risque structurel. Si la confiance s'effondre, tout le système peut s'écrouler sans amortisseur. Et contrairement aux États-Unis, le gouvernement chinois a moins de moyens pour rassurer les marchés. Il peut censurer les informations, manipuler les chiffres, mais pas éternellement. Ce n'est pas la taille brute de la dette qui compte, mais la structure, la transparence et la confiance. Et sur ces trois points, la Chine est nettement plus vulnérable que les États-Unis. Dans la section suivante, on va s'intéresser à un acteur clé de cette dette explosive, les entreprises chinoises. Et là, vous allez voir que le problème est bien plus grave qu'on le croit. Les entreprises chinoises, noyées sous les dettes, l'explosion est-elle inévitable? Si vous avez entendu parler d'Evergrande, vous savez déjà qu'une crise silencieuse secoue la Chine. Mais ce géant immobilier n'est que la partie émergée de l'iceberg. La réalité, c'est que des milliers d'entreprises chinoises, publiques comme privées, vivent à crédit, souvent sans rentabilité. Et aujourd'hui, cette bulle menace d'éclater. Evergrande, le symbole d'un système à bout de souffle. Evergrande était autrefois le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine. Il a bâti des centaines de milliers d'appartements, vendu des logements avant même de les construire, et surtout, emprunté massivement pour financer sa croissance. À son apogée, Evergrande avait une dette estimée à plus de 300 milliards de dollars. Mais en 2021, le château de cartes s'est effondré.
L'entreprise n'a plus pu honorer ses paiements, les projets ont été arrêtés, et des millions de Chinois se sont retrouvés avec des logements inachevés, tout en continuant à rembourser leurs crédits. Evergrande a ouvert les yeux du monde sur l'ampleur de la bulle immobilière chinoise, mais ce n'est que le début. Des centaines d'entreprises en situation critique. Le problème, c'est que la majorité des grandes entreprises chinoises fonctionnent sur le même modèle. Crédit facile grâce aux banques d'État. Projets soutenus politiquement, même sans rentabilité. Croissance artificielle pour satisfaire les objectifs économiques fixés par Pékin. Certaines entreprises sont dans l'acier, l'énergie, les transports, la tech ou l'immobilier. Elles sont endettées à hauteur de centaines de milliards et continuent de fonctionner uniquement parce que l'État les soutient implicitement. Mais avec la croissance qui ralentit, les revenus chutent, les marges fondent et les remboursements deviennent impossibles. Le cercle vicieux du surendettement. Quand une entreprise comme Evergrande n'arrive plus à payer, ce n'est pas seulement un problème interne. C'est tout l'écosystème qui est contaminé. Les fournisseurs ne sont pas payés. Les ouvriers sont licenciés. Les banques ne récupèrent pas leurs prêts. Les acheteurs perdent confiance et stoppent leurs investissements. Pékin tente de cacher les dégâts, mais les faillites se multiplient discrètement, les retards s'accumulent, et certaines villes entières deviennent des zones fantômes. Pourquoi c'est si dangereux? Le vrai danger, c'est que ces entreprises sont systémiques. Leur chute peut faire tomber des banques, ruiner des ménages, mettre des milliers de personnes au chômage. Et comme elles sont très souvent liées à l'État, c'est le gouvernement lui-même qui devra assumer leurs dettes. On parle ici de plus de 20 000 milliards de yuan, près de 3 000 milliards de dollars, en dettes risquées pour les seules entreprises immobilières. Les entreprises chinoises ne sont pas des géants solides. Ce sont des colosses aux pieds d'argile, tenus debout par des montagnes de dettes. Et quand l'un d'eux tombe, il entraîne tout un PAN de l'économie avec lui. Dans la prochaine section, nous allons plonger dans un autre aspect très sous-estimé. La dette des ménages chinois, et comment elle pourrait transformer une crise économique en crise sociale. La dette des ménages chinois, une bombe sociale prête à exploser? On parle souvent de la dette des gouvernements et des grandes entreprises. Mais il y a une autre face, plus discrète, plus intime, et peut-être encore plus inquiétante, celle des ménages chinois. Dans une société qui valorise l'épargne, on pourrait croire que les Chinois sont prudents financièrement. Et pendant longtemps, c'était vrai. Mais depuis une dizaine d'années, les choses ont changé. Le rêve de propriété, devenu une prison. En Chine, posséder un appartement est devenu un symbole de réussite, presque une obligation sociale. Impossible pour un jeune homme de se marier s'il ne possède pas son propre logement. Résultat, des millions de jeunes couples se sont endettés lourdement, parfois pour des biens qu'ils n'ont même pas encore reçus. Les prix de l'immobilier ont explosé, et avec eux, le recours au crédit. Aujourd'hui, la dette des ménages représente environ 60% du PIB chinois, contre seulement 20% au début des années 2000. Mais ce n'est pas tout. Ces crédits sont souvent à long terme, à taux fixe, et concernent des logements qui ont perdu de la valeur ou qui ne seront jamais terminés. Moins de consommation, plus de remboursement. Les ménages chinois ne dépensent plus. Ils remboursent. Et c'est un énorme problème pour l'économie. Moins de consommation égale ralentissement de la croissance intérieure. Plus de remboursement égale sentiment d'échec, perte de confiance. Crainte de l'avenir égale épargne forcée, retrait du marché immobilier. Le rêve chinois est devenu une spirale d'angoisse pour toute une génération. La tension monte. Des milliers de familles attendent encore la livraison de leurs appartements. Certains refusent désormais de payer leurs crédits tant que les travaux ne reprennent pas. C'est une forme de protestation sociale inédite en Chine. Et plus les ménages souffrent, plus la pression monte, non seulement sur les banques, mais aussi sur le Parti communiste lui-même. La dette des ménages est le maillon le plus fragile de la chaîne. Car quand le peuple souffre, la colère monte. Et quand la confiance disparaît, c'est tout un système qui vacille. Dans la prochaine section, on va élargir le regard. Quel risque cette dette fait-elle peser sur l'économie mondiale? Le risque chinois, une bombe à retardement pour l'économie mondiale? La dette colossale de la Chine ne concerne pas seulement Pékin ou les citoyens chinois. Elle est au cœur d'un système économique globalisé où chaque crise locale peut déclencher une onde de choc planétaire. La Chine, atelier du monde et principal partenaire commercial. La Chine est aujourd'hui le premier exportateur mondial.
Des centaines de pays, des milliers d'entreprises dépendent de ces usines et de ces chaînes d'approvisionnement. Si la Chine vacille économiquement, ce ne sont pas seulement ses banques qui seront en danger, mais toutes les économies qui importent ces produits: Europe, États-Unis, Afrique, Amérique latine. Exposition des banques et des marchés financiers. Les banques chinoises sont fortement exposées à cette dette massive, mais elles sont aussi liées aux marchés financiers mondiaux via des investissements et prêts transfrontaliers. Une crise de la dette chinoise pourrait entraîner une forte dévaluation du yuan, des pertes importantes pour les investisseurs étrangers, une réaction en chaîne sur les marchés boursiers et obligataires, effet domino sur les économies émergentes. De nombreux pays en développement ont emprunté auprès de la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Si la Chine réduit ses financements ou fait défaut, ces pays pourraient se retrouver en crise, ce qui accentuerait la récession mondiale. Ralentissement mondial, hausse des risques géopolitiques. Une crise chinoise provoquerait un ralentissement économique global, réduisant la demande mondiale. Cela pourrait exacerber le chômage mondial, les tensions commerciales, les rivalités géopolitiques, notamment entre la Chine et les États-Unis. Le problème de la dette chinoise est loin d'être un sujet uniquement interne. C'est un défi qui menace la stabilité financière mondiale. Une crise chinoise pourrait être le déclencheur d'un séisme économique comparable à celui de 2008, mais avec une ampleur encore plus grande. Dans la prochaine section, nous verrons comment le gouvernement chinois tente de gérer cette situation explosive. Comment Pékin réagit face à cette montagne de dettes? Confronté à cette crise de la dette, le gouvernement chinois ne reste pas les bras croisés. Mais sa réaction est un équilibre délicat entre contrôle strict, gestion des risques, et volonté de préserver la croissance. Restructuration et limitation du crédit. Depuis quelques années, Pékin a mis en place des mesures pour limiter la croissance de la dette, notamment des plafonds stricts sur les emprunts des entreprises immobilières, un contrôle renforcé des plateformes de financement local, la promotion d'une croissance plus saine, moins dépendante du crédit, surveillance et répression financière. Le gouvernement exerce un contrôle rigoureux sur les banques et les marchés, en imposant des règles strictes, des audits, et parfois des sanctions contre les acteurs jugés trop risqués. Cette politique vise à éviter les faillites en cascade et à contenir les risques systémiques. Interventionnisme et sauvetage ciblé. Face à certaines faillites d'entreprises stratégiques, l'État intervient directement en injectant des capitaux ou en orchestrant des rachats pour éviter un effet domino. Mais ces sauvetages sont coûteux et limités. Pékin ne veut pas encourager le moral hasard, c'est-à-dire le comportement irresponsable encouragé par l'idée d'un sauvetage automatique. Gestion de l'information et contrôle social. Pékin contrôle strictement la communication autour de la dette et des problèmes économiques, limitant la transparence pour éviter la panique sociale et financière. Parallèlement, le Parti communiste met en place des mesures pour maintenir la stabilité sociale, car une crise économique pourrait vite se transformer en crise politique. Le gouvernement chinois est en mode gestion de crise, jonglant entre rigueur financière et interventionnisme, transparence limitée et contrôle social. Mais ces stratégies ont leurs limites, et la question reste ouverte. Jusqu'à quand Pékin pourra-t-il contenir cette bombe à retardement? Dans la dernière section, on évoquera les scénarios possibles pour l'avenir de la dette chinoise. Que peut-il se passer? Scénario pour l'avenir de la dette chinoise. La dette colossale de la Chine est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'économie mondiale. Mais que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent, allant de l'optimisme prudent au risque d'une crise majeure. Scénario optimiste, la restructuration maîtrisée. Dans ce scénario, la Chine parvient à rééquilibrer son économie, en ralentissant la croissance de la dette tout en stimulant la consommation et l'innovation. Le gouvernement restructure progressivement les dettes les plus risquées, favorise la transparence, et encourage les entreprises inefficaces à se réorganiser ou à disparaître, sans provoquer de crise systémique. La croissance ralentit mais reste positive, la stabilité sociale est maintenue, et la Chine continue d'être un acteur clé de l'économie mondiale. Scénario intermédiaire, crise localisée mais contrôlée. La dette provoque des faillites en chaîne dans certains secteurs, notamment l'immobilier et les entreprises publiques. Cela engendre un ralentissement marqué, une montée du chômage et des tensions sociales. Pékin doit intervenir massivement pour sauver les secteurs stratégiques, mais la confiance des marchés est affectée.
La croissance mondiale est impactée, mais les grands équilibres financiers tiennent bon. La Chine sort de cette crise affaiblie, avec des réformes plus profondes à venir. Scénario pessimiste, crise systémique majeure. La bulle de la dette éclate brutalement, provoquant une vague de faillites massives, un effondrement des marchés immobiliers et une crise bancaire. La confiance internationale disparaît, le yuan se déprécie fortement, et les investisseurs fuient la Chine. Cela provoque un effet domino global, avec récession mondiale, crise des marchés émergents, et montée des tensions géopolitiques. Dans ce scénario, le choc économique serait comparable, voire supérieur, à la crise de 2008. Et après? Quelle que soit l'issue, une chose est sûre. La dette chinoise est un défi majeur qui façonnera le monde des prochaines décennies. Les gouvernements, les investisseurs et les citoyens doivent suivre cette évolution de près. Parce que ce qui se passe en Chine ne reste pas en Chine. Conclusion finale, la dette chinoise est un sujet complexe, souvent sous-estimé, mais dont les conséquences pourraient changer la donne à l'échelle mondiale. Restez informés, car l'avenir est incertain et plein d'enjeux cruciaux. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker si vous avez appris quelque chose, et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques. À la prochaine!